Ce que je voudrais dire suite à des propositions de monsieur, il y a déjà un certain nombre de collectifs qui se sont créés à droite et à gauche. Je voudrais simplement mentionner le collectif Liberté 22 qui s'est créé au début de l'été et qui peut être intéressant de rejoindre. Voilà. Je pourrais donner ton adresse, non? Oui, Ouais. oui, sans problème. Ok. Bonjour, je suis infirmière depuis 11 ans. Je travaille à l'AHB de Plouguer-Nével en pédopsychiatrie depuis 4 ans et demi. Je suis assez passionnée par mon travail, peut-être un peu trop, et donc épuisée aujourd'hui. Je ne suis pas vaccinée, donc demain je n'aurai plus de salaire. Dans mon équipe on est 7, demain elles seront plus que 3. C'est plutôt une bonne chose, c'est positif. On n'est pas vacciné, c'est une chose, mais en fait on refuse surtout le pass sanitaire. On nous demande de contrôler le pass sanitaire à l'entrée de l'hôpital de jour et des consultations. Un enfant de 12 ans qui n'est pas vacciné, nous ne pouvons plus le soigner. Les parents d'enfants que je reçois qui ont 4 ans, 5 Ils ne peuvent ans, pas 5 ans, accompagner. qui ne sont pas vaccinés, je ne peux plus les recevoir en entretien. Je dois donc faire tout par téléphone. Et ça, c'est juste pas possible. Donc en fait, je veux pas me faire vacciner, mais je veux surtout pas soigner en fait, comme ça. Donc voilà, je pense qu'on va perdre beaucoup de soignants, non pas parce qu'ils n'ont pas le droit parce qu'ils ne seront pas vaccinés, mais parce qu'ils ne tolèrent pas de soigner dans ces conditions-là. Voilà. Bravo. Bravo. C'est tout à fait éclairant ce témoignage parce que ça met l'accent effectivement sur l'accès aux soins. C'est-à-dire que maintenant, pour faire court, vous vous présentez à l'hôpital, il faut prouver que vous êtes en bonne santé. Ouais. Si t'es le pas monde en à bonne Macron. santé, tu peux pas y Voilà, aller. c'est- Bah oui. on est chez Kafka là, c'est pas possible. C'est intolérable, c'est intolérable. C'est intolérable au niveau social, mais c'est encore plus intolérable, et je suis d'accord avec toi, camarade, c'est tout à fait intolérable quand on est personnel de santé ou personnel d'accompagnement social ou médico-social. On ne peut pas concevoir nos interventions, notre métier de cette façon-là. Un autre aspect, c'est qu'on est en train de... On subit l'autorité descendante, vous savez, l'autorité par capillarité. J'ai vu ce terme-là, ce terme dans un article, autorité par capillarité descendante. Effectivement, chacun à son petit niveau maintenant est invité par pression du N+1 à exercer son autorité. Faut refuser. Et du coup, le moindre agent, le moindre salarié dans les établissements est invité, voire est très fortement invité à exercer cette autorité et à devenir un flic, tout simplement. C'est ça. Et à contrôler si effectivement les gens ont bien leur passe. C'est pas notre boulot. On n'a pas été formé pour ça. Et surtout, on n'a pas signé pour ça. On n'a pas signé pour ça. C'est pas notre travail. Donc c'est clair. C'est pour ça que c'est important. C'est important de se rapprocher de la CGT parce qu'effectivement, il y a des camarades de ceux qui sont là, c'est bien. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ils sont là, c'est bien. C'est bien, mais bon. On a la même position que les CGT sur l'obligation. Je te dirais simplement une chose. Il y a eu un CHSCT dans mon établissement la semaine dernière. On a été seuls à voter contre tout le bazar qui est en place. Les seuls. Voilà. Donc après, il y a des situations différentes. Mais moi, je n'arrive pas à cautionner qu'un camarade ou une camarade, de quelque organe que ce soit, cautionne le fait que demain, moi, je serai suspendu. Parce que c'est le cas. Donc c'est pas possible. Oui, Suspendu demain. bienvenue au club. Qui est suspendu demain? Bon courage à vous.
Au passage, hein, toutes les contradictions que nous a fait subir le gouvernement ces derniers mois, cette dernière année, c'est fait exprès. Hein. Une injonction contradictoire fait en sorte que les gens arrêtent de penser au bout d'un certain moment. Et notre rôle, ça va être de refaire penser les gens. Donc armez-vous avec les bons arguments et détricoter un petit peu l'historique aussi. Parce qu'on a vécu beaucoup de scandales. Le scandale de l'hydroxychloroquine, le scandale du Rivotril, le scandale du Remdesivir qui envoie plus en réa qu'il ne soigne, le scandale des vaccins avec la pharmacovigilance qu'on voit arriver aujourd'hui qui est catastrophique par rapport à tous les vaccins qu'on n'ait jamais connus. Il y a la propagande des médias qui vous dit 8 personnes sur 10 aujourd'hui qui rentrent à l'hôpital pour un Covid grave et quelqu'un qui n'est pas vacciné. Cette publicité est mensongère. Elle se base sur une étude qui date de juin dans laquelle ils ont pris en compte que les personnes mourant à l'hôpital où ils ont fait abstraction des 11 000 morts en EHPAD de gens vaccinés qui sont morts. Donc cette publicité-là est mensongère et ça fait partie des choses contre lesquelles il va falloir qu'on se batte parce que les gens ils sont matraqués avec ça toute la journée. Donc bon courage. Liberté de parler. La liberté de parler. C'est important parce que sinon, on va le faire là. Bah ouais, mais quand même. Ah oui, la vérité, si on va là-dessus, c'est qu'il y a création monétaire. Il y a un problème de création monétaire. C'est ça la base du fait qu'il n'y a pas de financement pour les services publics. Et aussi une vraie répartition des actifs par rapport à ça. Oui, il faut parler des vrais problèmes à la suite. Je prends les belles pancartes. Ah oui. Vous alliez dire, je prends les belles filles. Mais les belles filles aussi. Bon, je le dis pas trop fort, ma femme est là. Moi, je suis aide-soignante à l'hôpital de Paimpol en USC, le IDU. Au départ, j'étais archi contre le vaccin. Je voulais pas me faire vacciner, mais j'ai pris peur. Quand vous voyez des gens qui arrivent dans votre service sur leurs deux jambes, avec simplement quelques difficultés respiratoires, et qui en une nuit décompensent, sont intubés, ventilés et transférés à réa, ben, franchement vous prenez peur. Alors peut-être que j'ai pas bien fait, mais je me protège et je protège aussi ma famille. J'ai des parents qui sont âgés, j'ai pas envie de leur envoyer le virus à la maison. J'aurai peut-être le virus, je ne sais pas. Paraît-il moins fort que ce qui est prévu, ce que j'espère, et j'espère ne pas finir en réa si je dois l'avoir. Voilà ma crainte. Maintenant, je me pose une autre question. Il y en a beaucoup parmi vous qui vont être suspendus demain. Plus de travail, plus de salaire. Mais comment on va faire, nous, derrière? Qu'est-ce qui a été pensé par nos directions? On a passé tous dans nos établissements des étés épouvantables. On a fermé des lits pour combler au manque de personnel soignant. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est comment on va s'organiser pour l'après suspension de tout ce personnel soignant qui a toujours envie de travailler et qui ne pourra plus travailler. Qui va le remplacer? C'est pas nous. On a déjà des heures sup à n'en plus finir. Moi, j'ai une collègue, sur 30 jours au mois d'août, elle a travaillé 15 jours. Vous vous rendez compte? Donc, vous multipliez ça, c'est en journée de 12 heures. Donc, il y a un moment où on va être épuisé. On est déjà épuisé. Il y a des burn-out, il y a plein de choses, mais qu'est-ce qui va se passer pour remplacer nos personnels soignants? Et là, je crois qu'on n'a aucune réponse du gouvernement, et c'est un peu dommage quand même. Oui, c'est pas ce que je voulais dire au départ, mais bon, je rebondis quand même sur l'intervention précédente. Ça paraît assez évident que le but, c'est que les personnes qui sont suspendues ne le restent pas longtemps et que les personnes suspendues soient les plus nombreuses possibles, de manière justement à ce que ça pose des vraies difficultés de fonctionnement
et que le gouvernement soit amené à reculer sur ces décisions et cette pression d'injection de ce traitement. Donc je pense que là c'est un peu un faux débat et qu'il ne faut pas être encore dans les peurs de ce qui va arriver. Il faut être actif et surtout refuser ce qui est inacceptable. Et plus il y aura de monde à refuser et plus la réaction sera rapide. Donc je pense que c'est important qu'il y ait effectivement des mouvements de solidarité qui se mettent en place de manière à créer des caisses de solidarité pour les soignants qui vont être sans salaire et qui sont dans des situations où ils n'ont pas de ressources en réserve, de manière à les aider à tenir, qu'on soit soignant ou non soignant. On est tous concernés parce que aujourd'hui c'est les soignants qui sont soumis à cette obligation. Demain on sait très bien que ce sera tout le monde. Donc plus on attend, plus on laisse les choses se dérouler et plus ce sera compliqué et plus on sera en difficulté. Donc soyons surtout solidaires, quelles que soient nos professions. Moi personnellement je ne suis pas du tout du domaine médical, j'ai la chance d'être indépendant donc je suis soumis à rien pour l'instant. Je sais très bien que ça ne va pas durer. Et donc ce que je voulais dire aussi c'est que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de soignants qui se retrouvent en difficulté, qui sont seuls dans leur service parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer vis-à-vis de leurs collègues, parce qu'il y a une pression qui est telle que ce n'est pas possible. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous le souhaitez, à transmettre des coordonnées. Il y a des groupes de soignants qui se forment de façon informelle. C'est important que vous soyez nombreux. Plus vous serez nombreux et nombreuses, plus on pourra aussi éventuellement faire appel s'il y a besoin d'un conseil d'avocat. Et surtout, plus il y aura un discours unitaire, plus les ressources humaines seront bloquées et figées face à une réaction qui sera massive et unitaire. Donc c'est vraiment important de se concerter pour mettre en place une stratégie qui soit partagée, commune, et qui soit la plus efficace possible et la plus imparable sur le plan juridique. Merci. Un autre témoignage d'un camarade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans les EHPAD, là, dans un EHPAD? Une autre réalité. Bonjour. Voilà, je viens ici parce que je ne suis pas du médico-social actuellement, mais je travaille avec un public en insertion professionnelle. Je suis encadrant technique en espace vert, donc à l'extérieur. Aujourd'hui, je viens parce que j'ai une obligation vaccinale de la part de ma direction. Donc je ne rentre pas du tout dans le dispositif, mais pourtant, moi j'ai pas envie, j'ai envie de respecter mon corps, et mon choix, c'est de ne pas me faire vacciner. J'ai mes amis infirmiers qui ont fait le choix au départ de ne pas me faire vacciner, mais sous la pression, ils se sont fait, la peur de perdre des conséquences, se sont fait vacciner. Je respecte tout à fait mes amis et leur choix, et moi je suis là, je pense qu'on est tous là aujourd'hui parce qu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est injustice que cette obligation vaccinale, comme vous la nommez, qui est contre tout fondement du travail, ce stress que ça génère chez moi, chez mon public aussi que j'encadre, qui ne comprend pas, qui sont aussi soumis à cette obligation, voilà, aberrant. Voilà, donc aujourd'hui je viens pour essayer d'être entouré, d'être défendu et d'être entendu dans ce que je trouve d'injuste, cette obligation vaccinale. Voilà, je suis juste un encadrant technique, mais j'ai vraiment beaucoup de tristesse et de peine en moi à voir tout ce qui se passe autour de moi et le lien qui est rompu avec les mêmes collègues de travail à cause de ça. Cette division dont vous parlez tous, elle est vraiment ressentie, et là vraiment c'est un esprit massif qui doit se faire. Donc je rejoins à différents mouvements et j'en entends, j'essaye de m'informer. Et ma compagne, beaucoup plus que moi, s'informe. Et il y a vraiment des mouvements qui vraiment rassemblent. Il y a des choses en place voilà, qui invitent les gens actuellement à allumer simplement une bougie blanche sur les fenêtres. Il y a quelque chose qui est en route là. Et je pense que ça unit tout le monde. Voilà. Donc moi, vraiment, je suis là dans l'unification. Je suis contre et je veux qu'on respecte le choix de chacun. Voilà. Merci.
Oui, je voulais juste, on parlait de la division, donc moi je travaille avec des personnes en situation de handicap dans une association qui s'appelle La Page, 22 29 35, c'est un groupement, et je voulais préciser un petit peu, vous donner un peu des informations par rapport au Ségur justement. Donc il y a eu le Ségur au moment de la grosse crise pour les hôpitaux, etc. Ensuite il y a la mission La Forcade qui a essayé de récupérer les choses parce qu'il y avait des personnels qui disaient nous on n'a pas eu maison de retraite, etc. Donc il y a eu plusieurs missions, en plusieurs temps ils ont accordé le Ségur à d'autres personnels, notamment les EHPAD. Ensuite ils ont dit oui, ce serait bien que certaines professions comme les infirmiers, les paramédicaux puissent l'avoir. Donc aujourd'hui ce qu'il en est, c'est que dans le médico-social, dans le domaine du handicap par exemple, il y aura simplement les établissements qui sont financés par la sécurité sociale, donc les IME, les CESAD. Les foyers de vie n'auront pas droit au Ségur, même si on est infirmière, même si on est aide-soignante, AMP. Donc ces personnels-là n'auront pas droit au Ségur parce que c'est financé par le conseil départemental. Donc la nuance, elle est fine. Personne ne s'en est rendu compte. Des syndicats ont signé, pas la CGT, mais d'autres syndicats ont signé des deux mains pour dire parce que c'était bien, que la mission, ont signé cette mission-là, que ça allait être un plus. Je ne suis même pas sûr qu'ils étaient conscients qu'il y avait des exceptions encore et qu'on divisait encore et encore. Donc en fait, aujourd'hui, on est en train de diviser au sein des établissements des personnels entre deux établissements de l'association. Pour un même métier, il n'y a pas la même prime. Donc 2 000 € par an, quand même, c'est net, ce qui n'est pas une différence moindre. C'est important comme différence. Donc voilà, il y a vraiment aujourd'hui, on est en train de diviser tout à chacun dans la même équipe, dans le même établissement et dans la même association. Donc il y a un gros problème, il va falloir que ça avance à ce niveau-là. Je pense qu'on va le redire encore une fois à l'ARS, mais qui n'est là que pour porter la parole plus au-dessus. Apparemment, les conseils départementaux sont très inquiets. Ça, je l'ai entendu de la part des directions, très inquiets parce qu'ils n'arrivent plus à recruter. Donc il va y avoir un problème d'encadrement des personnes dans les foyers de vie et dans d'autres secteurs. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un gros souci sur nos professions. Et je rappelle que les salaires n'ont pas été augmentés. La valeur du point dans la convention 51 ou 66, c'est les misères, c'est augmenté de 2 centimes. On devrait applaudir, et certains syndicats signent pour 2 centimes. Voilà, les salaires, il y a une baisse de pouvoir d'achat depuis 30 ans qui est énorme. Donc aujourd'hui, on demande 300 €, la CGT demande 300 € d'augmentation de salaire en dehors du Ségur, qui est justifié, que ça a été calculé, c'est la perte qu'on a eue par rapport à l'augmentation de la